Super, alors sans plus attendre, on va changer on va faire évoluer le sujet, parce qu'effectivement on parlait de TLC, donc de textile, linge de maison et chaussures jusqu'à maintenant. On va passer, maintenant à la filière REP ASL, articles de sport et loisirs, avec Vanessa qui est avec nous Oui, et qui va prendre le relais du coup pour nous expliquer effectivement, la mise en place de cette nouvelle filière REP qui concerne d'autres produits du coup. oui, je me permets de reprendre la main sur la présentation. On voit toujours, Ouais, je crois, l'écran de Bruno, mais il m'en voudra pas. Hein, Bruno? exactement. Je me permets de faire un putsch. Alors, donc sur la filière, articles de sport, et de loisirs, donc, je vais passer rapidement sur certains sujets qu'Hélène a déjà, balayés tout à l'heure puisque, les différentes filières ont des similitudes bien sûr, donc, ça vous permettra de faire une petite révision si nécessaire, mais j'insisterai peut-être pas sur les sujets déjà adressés par Hélène. Ce qui est important, de d'avoir en tête donc pour cette, nouvelle, pour cette nouvelle filière articles de sport et loisirs, donc c'est qu'elle est nouvelle effectivement. Donc les obligations des metteurs sur le marché ont débuté depuis janvier 2022, donc depuis quelques jours. Et donc cette filière a été préparée en amont et mise en place grâce aux organisations professionnelles, notamment OSV, également Union Sport et Cycle, et puis plus globalement d'autres organisations professionnelles de metteurs en marché qui représente un peu tous les univers, produits, tous les univers, de sport, qui vont être concernés par cette nouvelle filière. Donc beaucoup de travail, préparatoire. Donc moi-même, donc je suis Vanessa Montagne, directrice des nouvelles filières chez Ecologic. Je suis arrivée en octobre, 2021. Donc j'ai un passé, assez actif dans le domaine des filières, responsabilité élargie du producteur, mais sur le volet du sport, j'ai encore, énormément de choses à apprendre, et donc j'ai eu la chance de bénéficier de tous les travaux que vous avez menés, avant que je n'arrive. Donc j'ai quasiment plus rien à faire, depuis que je suis arrivée. Donc, on va balayer donc le cadre réglementaire, les points qui n'auraient pas déjà été adressés par Hélène, passer un petit peu de temps sur le périmètre, de cette nouvelle filière. Le volet, obligation, puisque comme toute, filière responsabilité élargie du producteur, elle démarre par un côté, plus restrictif, je dirais, côté obligation, et puis après on verra le volet plus opérationnel. Alors écologique, est, un éco-organisme comme Refashion, et qui est historiquement, positionné donc sur les équipements électriques et électroniques. Donc nous avons, jusqu'à présent donc dans notre actionnariat plutôt des metteurs sur le marché de l'univers de l'informatique, de l'impression numérique, et donc vont nous rejoindre, très prochainement, donc c'est actuellement, donc des actionnaires qui vont représenter, l'univers du sport, puisque l'actionnariat, d'Ecologic est ouvert de façon à permettre à chaque, secteur d'être, représenté au sein de la gouvernance. Donc, comme Hélène vous le disait tout à l'heure, donc les metteurs sur le marché sont, aux manettes, hein, de l'éco-organisme. Nous ne sommes pas un prestataire de services, nous sommes une société, privée qui est à but non lucratif, certes. Pour autant, nous sommes attentifs aux coûts, de nos filières. Et donc nous sommes, pilotés, et gouvernés par les metteurs sur le marché. Donc en termes de mission, pour détailler peut-être un peu plus que par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure avec Hélène, donc les grandes missions d'Ecologic, donc c'est de permettre aux metteurs sur le marché, d'être conformes à la réglementation, donc de garantir cette conformité. C'est également donc de proposer des solutions de collecte, notamment. Pour arriver à capter donc en l'occurrence les articles de sport et de loisirs pour ce qui nous concerne aujourd'hui, de favoriser la prévention en favorisant le réemploi, l'allongement de la durée de vie, et en accompagnant les metteurs sur le marché sur des sujets d'éco-conception, et puis bien sûr d'assurer la performance du dispositif, puisque nous devons, répondre à des objectifs de collecte et de recyclage, de réemploi dont je vous parlais tout à l'heure, et également la performance économique de la filière pour que cette filière soit au juste coût.
Alors, nous sommes financés comment? Nous sommes financés, à travers donc l'éco-contribution. Donc certains d'entre vous parlent d'écotaxe, donc ça n'est pas une taxe, hein, c'est bien un montant qui est, donc versé à Écologique pour, vous permettre de transférer vos obligations au titre de metteur sur le marché et donc nos recettes, ce sont les éco-contributions et les recettes matières qui sont issues de la vente des, matériaux composants, les équipements, en l'occurrence ici les articles de sport et de loisirs. Ce sont nos seules recettes et donc avec ce financement, donc nous devons, mettre en place et financer donc, les frais de fonctionnement comme toute entreprise, mais également donc la communication, les actions, de recherche et développement, les études, voilà, donc les soutiens à nos partenaires de collecte qui participent au dispositif et puis tout le reste, jusqu'à la loi AGEC, tout le reste était des coûts opérationnels, donc des coûts, de mise en place de contenants, de transport, de déchets, de traitement, de dépollution. Et donc la nouveauté liée à la loi AGEC, c'est qu'en plus de ces coûts opérationnels sont apparus aujourd'hui des montants forfaitaires qu'on appelle des fonds, le fonds, réemploi et le fonds réparation. Ce sont des montants qui sont imposés par les pouvoirs publics, un montant forfaitaire, et qui représentent une charge, très importante pour la filière. Par exemple sur la filière articles de sport et de loisirs pour le cycle, et la mobilité, ce montant, ce coût représente plus de 50 des charges, qui vont être portées par la filière. Voilà, donc en termes de modèle, je dirais financier, c'est important d'avoir, cela en tête, parce que ça explique effectivement déjà le modèle économique d'une part, mais ça explique aussi, pourquoi, on a des montants d'éco-participation et ou d'éco-contribution qui peuvent être, élevés pour certaines catégories de produits, très élevés pour certaines catégories de produits. Puisque donc comme vous l'avez compris, donc l'éco-contribution, elle va dépendre du type de produit, concerné, elle va dépendre, des coûts opérationnels et des recettes matières, mais elle va dépendre aussi fortement du montant des fonds, et notamment du fonds réparation. Voilà. Ce qui est intéressant aussi et Hélène en a parlé tout à l'heure également, côté textile, c'est valable aussi pour la filière articles de sport et de loisirs, c'est que l'on va pouvoir moduler le barème à partir de l'année prochaine, à partir de 2023. Ce barème va pouvoir être, modulé en fonction des critères de performance environnementale qu'il faudra définir pour les articles de sport et de loisirs puisqu'ils n'existent pas encore, hein, contrairement, aux textiles où ils sont déjà en place. Là, il nous faudra les construire ensemble, mais sur la base de ces critères de performance environnementale, on pourra avoir des primes ou des pénalités, de façon à moduler un peu le barème de mise en marché. Voilà. Donc ça, c'est important de garder en tête le modèle, sur lequel est basée la filière. Les différents textes, je vous les présente pas, vous les aurez dans la présentation, mais effectivement, donc là, cette filière, elle démarre, aujourd'hui, sur la base de textes réglementaires qui sont parus, en 2020 pour les plus anciens et en décembre 2021 pour les plus récents. Alors en termes de vocabulaire, la réglementation définit 2 terminologies, qui sont importantes à avoir en tête. On a d'un côté les producteurs au sens de la réglementation. C'est un terme un petit peu, qui peut être source de piège, parce que derrière producteur, on entend facilement le mot fabricant. Mais derrière, ce terme-là, donc le législateur a mis, je dirais une gamme d'acteurs plus large. Donc ce sont effectivement donc les fabricants qui, fabriquent sur le territoire, national puisque c'est une réglementation qui est française aujourd'hui. Ça peut être également donc un importateur, donc une entreprise, un revendeur, un grossiste, ou tout autre type d'entreprise qui importe un article de sport et de loisirs est considéré comme un producteur. Et s'il l'importe à l'intérieur de l'Europe, donc il est introducteur, mais il est également metteur sur le marché, producteur au sens de la réglementation. Sont concernés également donc, les distributeurs qui vendent sous leur propre marque et uniquement sous leur propre marque. Il n'y a pas la marque du fabricant, ce qui est apposée sur le produit, que la marque du distributeur et sont également considérés comme des producteurs les, vendeurs à distance qui sont situés à l'étranger et qui vendent directement à l'utilisateur final. Voilà, donc derrière, ce vocable de producteur, on a toutes ces catégories, d'acteurs. Et donc ces metteurs sur le marché, ces producteurs ont l'obligation donc depuis, janvier 2022 de mettre en place un dispositif, une filière
de s'inscrire au registre de l'ADEME, de déclarer les quantités qu'ils mettent en marché sur le territoire national et de s'acquitter d'une éco-contribution. Alors pour la filière articles de sport et de loisirs, donc les organisations, professionnelles, ont, souhaité donc mettre en place un dispositif collectif et ont demandé à Écologique de faire acte de candidature, donc de demander au pouvoir public à être agréé pour les articles de sport et de loisirs. Ce qui fait que, c'est, Écologique qui vous inscrira au registre de l'ADEME, qui transmettra également vos mises sur le marché dans le registre de l'ADEME. Donc comme Refashion, tout à l'heure vous l'a expliqué, même principe pour les articles de sport et de loisirs. C'est l'éco-organisme qui va, intervenir sur tous les volets administratifs, par rapport à l'ADEME. Donc ça, ce sont les obligations depuis janvier 2022. Alors vous allez me dire: «On est le 25». Heu, tous, vous avez c'est bien peut-être bien tard pour un webinaire. Alors, rassurez-vous, vous êtes vous n'êtes pas en retard. Donc, vous êtes tout à fait dans les temps, si vous êtes concerné donc par cette réglementation. Pourquoi? Parce que donc vous avez jusqu'à, la fin de l'année, 2022, pour adhérer auprès de l'éco-organisme. En fait, toutes les obligations démarrent pour tout le monde au 1er janvier et après, bah, si vous nous rejoignez, en mars, en avril, en juin et cetera, bah, les quantités mises en marché depuis le début de l'année seront comptabilisées, peu importe la date à laquelle vous contractualisez avec Écologique. Et puis, donc ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que donc nous avons donc déposé, cette demande, d'agrément qui a été, étudiée donc par les pouvoirs publics et donc on a présenté, le dossier, auprès d'une commission qui représente toutes les parties prenantes de la filière et donc ces parties prenantes ont observé qu'il y avait eu énormément de travail qui avait été effectué en amont. Je vous le disais tout à l'heure, avant même que moi j'arrive, chez Écologique, beaucoup de travail a été réalisé, grâce aux organisations professionnelles et ça s'est vraiment ressenti, lors de notre présentation en commission, des filières REP et donc les parties prenantes ont donné un avis positif à la demande d'agrément, d'Écologique, donc à l'unanimité. On n'a eu aucun vote, contre, de quelque partie prenante que ce soit, donc c'est vraiment que votre filière est bien partie, est bien lancée et c'est grâce au travail qui a été réalisé en amont. Et donc nous devrions avoir l'agrément, par les pouvoirs publics, je dirais d'ici quelques jours, donc d'ici fin février, ou début mars sans doute, nous aurons cet agrément. Pour autant, cela ne change rien à la date de démarrage de vos obligations, hein, donc ce qu'on vous propose pour être couvert juridiquement, c'est donc de signer un contrat avec Écologique, qui, s'active au moment où Écologique est agréé et qui est rétroactif au 1er janvier de façon à ce que vous soyez, couvert juridiquement depuis le 1er janvier pour ce qui est des metteurs sur le marché. Donc ça, ce sont les obligations pour les metteurs sur le marché. Après, on a une autre catégorie d'acteurs que sont les distributeurs. Donc là, les distributeurs, pardon, ont des obligations, qui démarrent au 1er janvier 2023. Donc un petit décalage dans le temps. Et donc là, les distributeurs, au sens de la réglementation, sont soit des magasins qui ont des surfaces de vente de 200 m², dédiées à la vente d'articles de sport, et de loisirs en l'occurrence, ou 400 m², ou des vendeurs à distance qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 €, toujours pareil d'articles de sport et de loisirs. Et donc ces distributeurs ont des obligations dites de 1 pour 1 ou de 1 pour 0 selon la typologie dans laquelle ils se situent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, un, client qui ramène, sa paire de skis dans un magasin de 200, à 400 m², il a le droit de ramener sa paire de skis s'il achète une nouvelle paire de skis. Il ramène, sa paire de skis dans un magasin de plus 400 m², il n'est pas obligé de racheter une nouvelle paire de skis. Voilà, c'est le principe du 1 pour 1 et 1 pour 0 et s'il achète sa paire de skis auprès d'un vendeur en ligne, le vendeur en ligne, au moment de l'acte d'achat, de sa nouvelle paire de skis, doit lui expliquer, ce qu'il peut faire, de sa paire de skis, usagée et en quoi est-ce qu'il peut s'en défaire, comment est-ce qu'il peut s'en défaire gratuitement. Voilà ce qu'on entend derrière la réglementation qui s'applique sur les distributeurs et l'obligation de reprise 1 pour 1 ou 1 pour 0. Voilà. Donc là, c'est le côté un peu désagréable hein, de la présentation, mais je suis obligée de démarrer par là parce que c'est de là que tout commence. Voilà, j'en suis navrée, de commencer par cette partie-là, mais bon, voilà.
Donc écologique, donc notre mission, c'est d'aider les metteurs sur le marché, hein, de leur permettre de transférer leurs obligations. Mais surtout, c'est aussi d'accompagner donc les metteurs sur le marché sur leurs différents, projets, notamment en matière d'éco-conception, d'incitation, d'allongement de la durée de vie et cetera. C'est de proposer des solutions pour l'enlèvement des déchets, c'est de travailler avec ses adhérents sur, les projets, d'incorporation de matières recyclées. Voilà, au-delà de l'aspect purement légal, il y a tout un accompagnement qui est mis en place, de façon à transformer aussi cette obligation et cette contrainte en opportunité, hein. C'est pas parce que, c'est une obligation légale que, on doit avoir en tête que ça n'est qu'une contrainte. Donc je vous le disais, donc au niveau de l'actionnariat, les choses changent, hein, puisque donc, la filière, de sport et loisirs, démarre. Donc nous allons, sous l'impulsion donc des organisations, professionnelles, donc on a une évolution de notre actionnariat. Vous voyez donc, à l'écran donc qui seront nos actionnaires qui vont nous rejoindre, très prochainement et puis en plus de l'actionnariat, nous avons un conseil stratégique. Donc vous voyez les marques, représentées au sein de ce conseil stratégique et les organisations professionnelles. Donc ce conseil stratégique, c'est lui qui définit la stratégie de la filière, qui définit le barème, qui définit, les axes de communication et cetera. Voilà, c'est lui qui propose, ce que sera demain cette filière articles de sport et de loisirs et le conseil d'administration est là pour s'assurer que les propositions qui sont faites sont cohérentes à l'échelle de l'entreprise et que, par exemple, pour la filière équipement électrique, et électronique et la filière articles de sport et de loisirs, tout ça soit équilibré, qu'il y ait pas une filière qui paye pour une autre, par exemple, et qu'à l'échelle de l'entreprise, tout ça ait du sens. Mais c'est bien, ces membres du conseil stratégique qui, avec notre aide, hein, définissent la stratégie de votre filière. Alors, c'est quoi un article de sport et de loisirs? Alors, la réglementation, elle indique, ce qu'est un article de sport et de loisirs en commençant par expliquer ce que ça n'est pas. Donc un article de sport et de loisirs, c'est un équipement qui est pas déjà dans une autre filière, filière responsabilité élargie du producteur. Donc si c'est un article de sport électrique, un vélo électrique, un surf électrique, un casque, avec des lampes intégrées, voilà, il est déjà concerné par la filière équipement électrique électronique et donc il n'est pas dans la filière, article de sport et de loisirs. Il était déjà dans sa filière, il y reste, c'est la règle de base. Les textiles, donc tous les textiles qui sont chez Hélène, chez Refashion, ils ne sont pas dans la filière articles de sport et de loisirs, ils ont déjà leur filière, ils y restent, voilà. On a donc tous les équipements réglementés, donc comme type, armes à feu qui sont, eux, clairement exclus. On va avoir des équipements qui sont, pas nécessairement spécifiques à la pratique sportive ou de loisirs de plein air, genre, je pense à la crème solaire, les lunettes, qu'on peut porter autant pour aller au restaurant que pour aller se promener en montagne. Voilà, tous ces équipements qui sont, pas spécifiques, au monde du sport, sont exclus. Voilà, on va avoir les jouets. Alors les jouets, c'est un peu plus facile de déterminer si un équipement est un jouet ou pas, il y a une directive, la directive jouet. Donc quand un produit est conçu, selon cette directive jouet, il est dans la REP, jouet et il n'est pas en ASL, donc ça, c'est assez simple. Et puis on a donc les équipements qui sont à usage, strictement professionnel, c'est-à-dire qu'ils ont été conçus pour un usage professionnel et les particuliers peuvent pas, en détenir. On pense, aux agrès de gymnastique, au but de foot par exemple. Donc ces équipements-là, étant purement professionnels, ne sont pas dans la REP ASL. Et puis donc il existe une autre filière aussi qui s'appelle la filière APER, donc pour les bateaux, bateaux de plaisance, donc tous les engins nautiques qui sont dans la filière, bateau sont exclus. Alors on aura plein de questions sur le périmètre, c'est sûr, j'en vois déjà quelques-unes, mais bon, on va balayer déjà les exemples et puis on va rentrer peut-être après dans le détail de mon produit est-il inclus ou pas? Et j'aurai peut-être pas la réponse à toutes vos questions à l'instant T. Il faudra peut-être que je fasse un appel à un ami. Alors au niveau, univers, donc on a l'univers, cycle, et mobilité. Donc on va retrouver, tout ce qui est vélo, trottinette, roller, skate et cetera et tous les accessoires
qui sont associés, donc les casques, les pompes à vélo, les genouillères, les coudières, voilà, tous les accessoires qui vont avec cet univers-là. Et d'une manière générale, tous les accessoires qui vont avec tous les articles de sport et de loisirs. Donc là, on va retrouver donc votre univers sport de glisse, donc les skis, les bâtons, les patins à glace, les luges, les chaussures de ski, et cetera, tous les accessoires associés, l'univers des loisirs extérieurs, les toiles de tente, le tir à l'arc, la pétanque, les piolets d'escalade, et cetera. Tout l'univers, de la natation, la plongée, le snorkeling avec palme, masque tuba, les combinaisons néoprène qui ne sont pas chez Refashion, hein, donc elles sont bien chez nous. Tout ce L'univers de la pêche, le surf, kayak, planche à voile, paddle et autres engins nautiques qui ne sont pas des bateaux. On va retrouver donc tout ce qui est, côté équitation, donc les bombes, les selles, les cravaches, les mors, tous les sports de raquettes, tennis, badminton, ping-pong, golf, rugby, que sais-je, et tous les équipements de protection individuelle, donc casque, corde, mousqueton, et cetera. Et côté, fitness et musculation, on va retrouver, les haltères, pourquoi pas, les appareils de musculation, non électriques, les tapis, de yoga, voilà, et tous leurs accessoires. Et le dernier, donc les cartouches de chasse et de tir sportif et tout l'univers de la chasse, et de la pêche d'une manière générale. Vanessa, je te propose Il y qu'on a, fasse un petit oui, point périmètre peut-être tout de suite, comme Ouais. ça parce qu'il y Alors a là, oui, effectivement quelques par questions. contre, il faudra s'arrêter rapidement parce que ce sera sans fin. Ouais, après c'est les clair. questions, la réponse, ça peut être simple, c'est oui, Oui, non. oui, oui, je les Est-ce que vois. ça rentre dans le périmètre sport? Par exemple, des lunettes de vélo. Alors la lunette de vélo, profilée spéciale vélo que l'on ne met que, pour faire du vélo, voilà, celle qui est vraiment hyper profilée, un peu jaune, voilà, on met pas pour aller à la plage ou pour aller au resto. Oui, elle est concernée par la filière ASL. Ça peut être fine comme différence. Eh oui, c'est bien Les, pour ça que j'ai dit que sur la question de périmètre, on risque d'y passer du temps, mais et après on et rentre dans le détail, metteur sur le marché par metteur sur le marché, hein, on peut regarder les références et se poser un peu plus finement la question. prise d'escalade. Oui, les prises escalade sont, inclus, parce qu'effectivement les particuliers peuvent aussi en avoir, donc elles sont inclus. Chaussures d'alpinisme. Heu, oui, oui, si on parle bien de la chaussure, effectivement de haute montagne, sur laquelle on peut fixer des crampons et cetera, oui. En revanche, la basket, pardon, vous allez me détester, hein, mais je suppose que vous parlez pas de la basket, dont certains d'entre nous peuvent, considérer que c'est une chaussure adaptée, à la montagne. Celle-ci, elle est chez Refashion. Alors, il y a les tables de ping-pong, les billards et les sacs à dos. Alors oui, pour les tables de ping-pong et les billards et les sacs à dos, il y avait déjà eu un peu plus haut la question dans le chat. Donc les sacs à dos, spécifiques à la pratique du sport, donc sont ASL, les autres sont exclus. Ils sont même pas chez Refashion. Merci. Super. Voilà donc, en image également, donc, issues de l'expérimentation, parce que nous avons mené donc 5 expérimentations, pour préparer ce démarrage, dont il y en a encore 3 en cours, notamment une, sur Annecy, Grand Épany et une à Lille et une dans les Landes. Donc là, vous avez, quelques photos de ce que les consommateurs ont ramené, soit pour, recyclage, soit pour réemploi, donc dans les déchetteries et les magasins, partenaires des expérimentations. Donc, vous voyez qu'on a un petit peu de tout, tous les univers qui reviennent et alors on a un peu plus de ski à Annecy qu'à Lille, mais il y a des skis aussi, à Lille.
Donc, je vous le disais, on a donc des objectifs qui nous sont fixés par les pouvoirs publics, donc des objectifs en matière de collecte, des objectifs en matière de réemploi et réutilisation et des objectifs en matière de recyclage de ce qui n'a pas pu être réemployé et recyclé. Donc, ce sont ces objectifs qui vont définir nos coûts, finalement, nos coûts opérationnels au fil des années. Donc des objectifs de collecte, qui sont différents selon, que l'on est sur le cycle ou si on est sur les autres types d'articles de sport et de loisirs, mais qui restent assez ambitieux et surtout des objectifs de réemploi, qui vont être multipliés, enfin qui vont multiplier par 6 donc les quantités réemployées. Donc une filière qui est très orientée, réemploi également, un petit peu moins que Refashion, mais malgré tout, très orientée réemploi également. Alors au niveau du barème, donc pour ceux qui sont metteurs en marché, donc on pourra vous le faire parvenir, bien entendu. Donc, nous sommes partis donc sur un barème dit d'amorçage pour l'année 2022 pour tenir compte du fait que, on démarrerait vraisemblablement d'un point de vue strictement opérationnel, plutôt en mars, qui tient compte du fait que pour l'instant, nous n'avons pas encore les critères de modulation, la fameuse prime et pénalité, donc là qui sera plutôt définie sur 2023. Donc qui tient compte aussi des objectifs que l'on a aujourd'hui qui sont, moins élevés, que ceux qu'on aura demain. Voilà, donc ça c'est le barème d'amorçage 2022. Donc on indique également à titre, indicatif le barème 2023 qui est un barème pour l'instant, pour se projeter, hein, pour savoir un peu dans quelle direction on va. Mais, donc le barème 2023 sera défini, au courant du semestre 2022 sur la base des quantités réellement mises en marché par les metteurs en marché et en tenant compte effectivement des critères de modulation. Donc le barème 2023 sera disponible en juillet 2022. Si on regarde, par univers de produits, donc ce barème, il est construit sur des unités de vente, hein, donc si vous vendez, un lot de 4 balles de tennis, par exemple, donc vous pouvez, appliquer donc le barème de l'unité de vente des 4 balles de tennis et donc, vous voyez les montants, quelques montants types donc le vélo qui a le barème le plus élevé, hein, de 2,43 € à 14,62 € selon le type de vélo. Cela est dû au montant du fonds, réparation dont je vous parlais tout à l'heure qui est très, très, très significatif sur le vélo et qui a aussi un impact, très significatif sur les trottinettes et puis après donc vous avez différents exemples, de barèmes par unité de vente en fonction des typologies de produits. Alors d'un point de vue organisation, opérationnelle, comment ça va se décliner donc sur le terrain? Donc, l'idée, c'est d'être au plus près de la pratique, sportive et des pratiquants d'activités, sportives. Donc au-delà des réseaux habituels que vous connaissez sans doute, sur d'autres filières que peuvent être donc la déchetterie, ou le magasin, ou le don auprès d'acteurs du réemploi. Ce qui est nouveau dans cette filière et qui est plutôt pertinent, c'est de s'appuyer sur les lieux de pratique et les clubs et les associations. C'est, je pense une bonne idée du législateur. C'est vrai que le sportif a une relation, très particulière avec son club, son association. Il y a déjà des choses qui se font aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des balles de tennis par exemple. La Fédération française de tennis, a une opération, balles jaunes depuis, plus de 10 ans, où ils récupèrent les balles, les balles de tennis pour en faire des terrains de sport. Il y a d'autres, initiatives qui existent, notamment, dans votre univers, montagne avec Bruno, qui était là tout à l'heure, donc de Ski and Surf par exemple sur la partie ski. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Donc l'idée, c'est de capitaliser sur cet existant et de le développer, de faire en sorte que, le lieu de pratique et le club soient un lieu, permettant de sensibiliser donc le sportif et de lui expliquer, qu'il peut, donner, réemployer, faire recycler son article de sport, voire même être un lieu de collecte, de facilitation de la collecte. Donc ça, c'est une nouveauté dans les filières et qui est tout à fait pertinent, bien sûr, pour votre filière à vous.
Et donc cette collecte sur lieu de pratique, elle pourra se faire, je dirais au long cours ou elle pourra se faire à l'occasion d'événements, sportifs aussi. Parce qu'effectivement un événement sportif, c'est un bon moment pour sensibiliser d'une part, mais ce sera peut-être aussi un bon moment pour collecter, à vérifier. Voilà, et en dehors donc de ces dispositifs-là, donc on aura d'autres expérimentations qui vont être menées avec différents acteurs du monde du sport ou de la distribution ou des metteurs sur le marché. Et en dernier lieu, ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que sur cette filière-là, Écologique va déployer ce qu'on appelle le dispositif producteur-acteur. Donc ce sont les metteurs sur le marché qui ont déjà une action, une activité, soit d'allongement de la durée de vie, parce qu'ils ont mis en place une économie de fonctionnalité, soit ils réincorporent aujourd'hui déjà des matières recyclées dans la fabrication de leurs produits, soit ils ont des actions en matière de réemploi, voilà, ils sont déjà acteurs du dispositif, d'un point de vue individuel et l'idée c'est de pouvoir, capitaliser sur toutes ces actions individuelles pour les intégrer au dispositif, collectif de façon à ce que chacun individuellement puisse continuer à valoriser son action, mais que l'ensemble, bénéficie, à la filière aux filières collectives. Donc ça, c'est un dispositif, qui fonctionne déjà chez Écologique pour, par exemple, pour l'univers du marché d'impression et qu'on va mettre en œuvre, bien sûr, pour les articles de sport et loisirs, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'initiatives d'émetteurs sur le marché en la matière. Et donc si on regarde donc la même chose sans les photos, mais avec un schéma. Donc le principe, donc on va orienter donc nos détenteurs d'actifs de sport et de loisirs vers les différents exutoires, donc la déchetterie, le lieu de pratique ou l'événement sportif, le magasin, qui aura des obligations, à partir de 2023, mais dont bon nombre de magasins, dès 2022, souhaitent, dès à présent proposer ce service à leurs clients et puis le don auprès d'opérateurs du réemploi. Donc il y aura donc des échanges entre ces acteurs-là, surtout des équipements, qui ont un potentiel, de réemploi et ce qui ne sera pas réemployé, va être regroupé sur des centres, de regroupement, et trié par typologie de composition de matériaux pour être envoyés en traitement sur différents centres de traitement. Alors au niveau administratif, donc je vous le disais, en termes de calendrier, donc on est là au T1, on devrait avoir l'agrément, bientôt. Donc ce qu'on vous propose, c'est si vous êtes metteur en marché, donc c'est de signer dès à présent un contrat avec Écologique. Ce contrat est rétroactif au 1er janvier. Il s'active que quand nous sommes agréés. Comme ça, vous êtes couverts, juridiquement, pour toute la période et donc on va vous demander, de nous, déclarer alors soit les quantités que vous avez mis en marché l'année dernière, soit ce que vous projetez de mettre en marché en 2022. L'idée étant que de toute façon la réglementation, elle ne s'applique que sur les produits vendus en 2022, mais c'est d'essayer d'avoir la vision la plus précise, de ce que seront vos mises en marché 2022, de façon à ce que les factures de régularisation soient, bon, qu'il y ait moins de variations possibles entre la prévision et la régularisation. Voilà. Et puis en termes de collecte, en dehors donc des 3 expérimentations dont je vous parlais tout à l'heure et qui continuent, on sera en capacité, enfin on aura le droit d'intervenir sur l'ensemble du territoire national à partir du moment où on aura notre agrément, donc courant mars, vraisemblablement. Donc voilà, donc là j'ai récapitulé les différentes étapes, donc vous pouvez contractualiser. Et puis on travaille, ça je vous l'ai dit, on va travailler sur le barème 2023. Donc je vois qu'il y a des questions. Est-ce que, j'y réponds avant d'attaquer la partie plus administrative ou pas? Comme tu veux, je pense que, Il y a une ques allez, bon, si on veut, allez, on se fait un petit temps de questions-réponses. Une question juste pour expliquer le 1 pour 1 et le 1 pour 0. Oui, alors le 1 pour 1, je vais prendre des skis cette fois, parce que tout à l'heure j'ai pris des raquettes, c'est pour ça que c'était pas clair. Donc, un client, achète une paire de skis. Dans le cadre du 1 pour 1, il est en droit de ramener sa paire de skis usagée. Le 1 pour 0, donc le même client, il achète pas de nouvelle paire de skis, mais il est en droit de ramener quand même sa paire de skis usagée. Voilà, donc c'est la notion de 1 pour 1, c'est-à-dire, il y a en quelque sorte, une reprise au moment de l'achat.
versus 1 pour 0, où il y a une reprise même s'il n'y a pas d'achat. Et donc ça, c'est fonction de la surface de vente d'articles de sport et de loisirs du magasin en question. Super, Et merci. effectivement, donc la réglementation, elle est française aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain, il y aura pas des extensions au niveau européen. On voit qu'il y a certains pays qui commencent déjà à réfléchir sérieusement à la question, mais à ce stade, la réglementation, elle est française. Ah bah, je vois qu'il y Une a question sur... Andrew qui répond tout seul dans le chat. Ouais, J'ai même pas besoin de qui nous répondre non donne, plus. qui nous donne des Parfait. infos aussi. Ouais. Est-ce que, est-ce que les documents là que tu nous présentes, vous avez ces documents-là en anglais pour les faire passer à potentiellement des entreprises, des marques étrangères Alors qui... la présentation, je l'ai en anglais. Ce que j'ai pas encore en anglais qui est en cours, c'est le guide rédigé, le contrat. Voilà, donc ça c'est en cours de traduction, mais la présentation, je l'ai en anglais, oui. Ok. Ça, je Et pourrais la donc, faire passer. ouais, bah ça, éventuellement, juste pour rappel à tous aussi, nous, on a, sur le site internet d'OSV, on a mis pas mal, enfin, sur le site internet, sur la plateforme collaborative Mmh, dont ont accès les adhérents, on a les documents dont parle Vanessa depuis tout à l'heure sur le barème, sur mmh. le contrat. Donc, on rajoutera effectivement les docs en anglais quand ils seront validés côté écologique et qu'on y aura accès. Mmh. Une question sur l'obligation pour les metteurs en marché de communiquer sur cette filière REP. Est-ce qu'il y a une quelconque obligation de communiquer à son client final que en fin de vie du produit, il y a des possibilités finalement de collecte? Oui, je pense que la question, elle porte sur la visibilité de la contribution. Possible. Je pense que c'est ça, hein, surtout le point. Donc, ce qui est important à avoir en tête, c'est que, il n'y a que 2 filières aujourd'hui, pour lesquelles il y a une, éco-contribution, visible et répercutée à l'identique jusqu'à l'utilisateur final. C'est la filière équipement électrique et électronique et la filière mobilier. Pour toutes les autres filières, il n'y a pas cette obligation de répercuter, de manière visible, et identique jusqu'au consommateur final. Et donc c'est chaque metteur sur le marché, qui, décide de la façon dont il va informer ses clients. Il ne peut pas y avoir d'entente entre metteurs sur le marché, sur ce sujet-là, parce que justement ce serait de l'entente et c'est pas permis par la réglementation. Mais en revanche, chaque metteur sur le marché peut expliquer à ses clients pourquoi, son prix augmente, expliquer, comme il le ferait, pour tout élément du prix, hein, parce que donc là, l'éco-contribution, elle fait partie du prix du produit, du metteur sur le marché, mais il peut expliquer, à son client pourquoi son prix augmente. Et donc pour ce faire, donc je vous ai mis un lien, avec un avis de la commission, d'examen et des pratiques commerciales qui donne des indications sur la façon dont vous pouvez afficher, cette information. Parce que, d'un point de vue strictement juridique, en tant qu'écologique, je ne peux pas vous donner de conseils là-dessus parce que c'est votre obligation, parce que c'est un élément de votre prix et donc c'est votre responsabilité. Donc je ne peux que vous donner des indices. Voilà, donc là, on est entre nous, donc je vous donne ces indices-là. Mais c'est vrai que d'un point de vue strictement juridique, c'est quelque chose que vous devez décider en votre âme et conscience, voilà, au sein de votre entreprise. Mais en pratique, donc ce qui est conseillé donc par la commission, d'examen des pratiques commerciales, c'est d'avoir une mention en pied de facture, dans laquelle vous indiquez à votre client que vous êtes adhérent, auprès de l'éco-organisme, écologique et qu'à ce titre, vous acquittez d'une contribution de temps. Voilà, ça c'est le genre de mention, qui est conseillé par, le CEPC. Donc pas Ok, d'obligation, vous pouvez le faire et la façon de le faire, vous avez quelques éléments, dans le lien que je viens de vous mettre à l'écran. super. Je reviens sur la question qui fait un petit peu débat là dans le chat, c'est les e-commerçants. Parce Oui, que tout à l'heure, tu as dit que les e-commerçants supérieurs, qui faisaient un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 euros, oui, avaient aussi une obligation de reprise. Et donc, tu as cité une obligation de reprise et tu disais à l'obligation
de donner l'information que le produit peut être récupéré, mais est-ce que ça Oui. va plus loin que ça? Est-ce que le e-commerçant est obligé de donner une solution au client pour rapatrier son produit? Oui, le Ah, e-commerçant, dès lors il vend plus de 100 000 € par an, qu'il a un chiffre d'affaires de plus de 100 000 € par an d'articles de sport et loisirs, doit proposer une solution de reprise gratuite à son client. Donc ce sera en 2023, hein, donc il y a un petit délai, enfin comme pour les magasins. Mais effectivement, nous on va accompagner donc les vendeurs en ligne pour, les aider à mettre en œuvre, ce dispositif-là. Mais effectivement, le vendeur en ligne devra proposer une solution, soit de reprise à la livraison, gratuite, hein, la solution, soit d'apporter son article de sport, sur un point d'apport, qui ne pourra pas être la déchetterie, hein. C'est vraiment un point privé, sur lequel le vendeur en ligne a, le pouvoir, je dirais, d'orienter ses clients. Voilà. Donc c'est en général, ce sont plutôt ces 2 options-là, hein, qui sont proposées. Il pourrait y en avoir d'autres ultérieurement, mais en pratique, ce sont souvent ces 2 solutions-là. OK, très clair. Ah, Et puisqu'on est sur les vendeurs en ligne, peut-être une information intéressante, donc au-delà de la partie reprise, donc les vendeurs en ligne, enfin vous l'avez vu dans la partie plutôt obligation des metteurs sur le marché, quand ils vendent directement à l'utilisateur final, hein, il y a aussi une obligation au titre de metteur sur le marché, hein, au titre de producteur. Et donc il y a un nouvel article de loi dans la loi AGEC qui a renforcé, je dirais, les obligations sur les places de marché. Donc c'est assez intéressant, je pense, de le partager ensemble. C'est donc un vendeur en ligne qui passe par une place de marché, émetteur sur le marché, hein, puisqu'il vend directement à l'utilisateur final. Donc il est metteur sur le marché et donc il doit adhérer à Écologique, comme tout metteur sur le marché, avoir son identifiant unique, et cetera. Et s'il ne le fait pas, c'est la place de marché qui, récupère la responsabilité du vendeur tiers. Donc ça, c'est une disposition de la loi AGEC qui fait beaucoup bouger les lignes, qu'on n'avait pas, avant sur, notamment la filière équipement électrique et électronique. Et donc les places de marché qui ont des vendeurs tiers, elles vérifient si leur vendeur tiers a son numéro unique ou pas, parce que si elles ne le font pas, c'est elles qui, sont susceptibles d'avoir des sanctions ou, qui sont obligées d'adhérer à l'éco-organisme pour les articles en question. Donc ça fait vraiment bouger les choses et on a beaucoup, beaucoup d'échanges avec les places de marché aujourd'hui, de façon à identifier leurs vendeurs tiers, les faire adhérer, ou le cas échéant, qu'elles prennent la responsabilité du vendeur tiers. Donc ça, c'est vraiment une disposition, je pense, qui va faire changer les choses pour la vente en ligne. ouais, très L'identifiant important. unique, j'en parle pas plus que ça parce que je pense que, Hélène en a déjà beaucoup parlé, mais bon, vous aurez donc un identifiant unique pour la filière articles de sport et de loisirs, hein, comme, il en existe un, sur eFashion. Voilà, l'infoterie, donc c'est pareil, Hélène vous en a parlé, donc on est dans les mêmes, enfin, c'est le même processus, hein, que pour le textile. Donc il faudra qu'on propose une information qui sera apposée sur le produit ou sur l'emballage, sur la notice en fonction de la taille du produit. Et donc on a, 4 mois pour faire une proposition au pouvoir public, et après donc l'échéance se suit, hein, dans le même esprit que ce qu'Hélène vous a présenté. Voilà et puis, moi je pense que pour le reste, Simon va en parler, donc je pense que c'est pas la peine que je vous en parle, à mon niveau. Donc au niveau, prochaines étapes, donc, ben, nous bien sûr, Boris, tu pourras envoyer la présentation, l'échéance, enfin tous les éléments que tu as déjà dans ton extranet là, donc l'échéancier de déclaration, le guide de l'adhérent, le modèle de fiche déclarative, tout ça tu pourras le fournir bien sûr. Donc nous on enregistre aujourd'hui donc les différentes, demandes, on envoie les contrats aux metteurs sur le marché pour qu'ils puissent les signer. On travaille avec l'USC donc sur des guides, sur le périmètre pour faciliter les déclarations également, des metteurs sur le marché. Donc de votre côté, si vous êtes metteur en marché, donc bah, c'est le bon moment pour faire l'inventaire de vos produits, voir s'ils sont, concernés ou pas. Et puis donc d'adhérer auprès d'Écologique si vous êtes effectivement metteur en marché. Et voilà pour nos coordonnées.
Merci Vanessa. Il y a quelques questions encore auxquelles on n'a pas répondu. Mhm. Donc, j'en profite pour te les poser, notamment sur le sujet de l'écomodulation. Oui, Il y avait une question sur, alors du coup, les critères ne sont pas encore définis, mais est-ce oui. que l'écomodulation tiendra compte de la réalité des impacts en fonction du produit, de quelle solution est meilleure en fonction du produit et sur une analyse cycle de vie pour, Oui, alors, oui, ouais, oui, voilà, non, mais pour éviter les Hmm, solutions finalement qui ont peu d'impact réel et hmm, qui s'appliqueraient à toutes de manière uniforme. je comprends. Alors, pour ce qui est des critères de performance environnementale, moi, c'est comme au patinage artistique, on a des figures libres et des figures imposées. Donc, dans les figures imposées, on se doit d'observer deux critères qui sont l'incorporation de matières recyclées et la disponibilité des pièces détachées. On devra donc voir si ces critères sont pertinents pour telle ou telle famille de produits ou ne le sont pas. Il faudra expliquer pourquoi on les retient ou on les retient pas. Et en dehors de ces critères imposés, nous avons 6 autres critères qui sont un peu plus libres, ils ne sont pas complètement libres quand même, un peu plus libres, dont certains sont effectivement liés à la recyclabilité des produits, sont liés à l'allongement de la durée de vie, peuvent être voilà. Donc, il faudra définir ensemble, donc c'est l'objet des travaux là au premier semestre, quels sont les critères que l'on retient ou que l'on ne retient pas par famille de produits et pour quelles raisons. Voilà. Et ce qui est important, c'est effectivement que les critères soient bien choisis et que la modulation soit bien modulée de façon à ce que tout ça ait un impact positif sur l'environnement au sens large. Mais ça, c'est un gros travail hein, à faire ensemble parce qu'effectivement, à vouloir avoir des critères un peu simplistes, alors c'est vrai que l'avantage, c'est que du coup, c'est lisible. L'inconvénient, c'est que c'est peut-être pas le plus pertinent au niveau environnemental. Donc c'est un vrai sujet. Ok, très bien. Une question sur juste une dernière question sur le contrôle des metteurs en marché Oui, hors France. Donc, j'imagine les oui. metteurs en marché étrangers qui viennent mettre des produits sur le marché français. Est-ce qu'il y a un contrôle ou pas pour éviter les distorsions de concurrence avec des metteurs en marché français qui, du coup, vont avoir à payer une éco-contribution? C'est une question très importante. Effectivement, la question de la distorsion de concurrence est très sensible, surtout dans votre univers. Alors, faut avoir en tête deux schémas. Donc, soit le metteur en marché étranger vend directement à l'utilisateur final, soit il vend à un revendeur ou à une entreprise en France. S'il vend à un revendeur ou une entreprise en France, c'est, cette entreprise, donc le revendeur ou l'utilisateur, français quand c'est une entreprise, qui devient metteur sur le marché. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête et c'est extrêmement sensible sur votre filière articles de sport et loisirs et l'USC est en train de faire une enquête justement à ce niveau-là pour proposer des solutions. Peut-être Julien en parlera ou Simon en parlera peut-être juste après. Hem, c'est c'est très fréquent dans l'univers, du sport, que des revendeurs achètent à l'étranger et donc ils deviennent metteurs sur le marché. Donc c'est eux qui portent cette responsabilité et donc qui doivent adhérer auprès d'Écologique. Voilà. Si le vendeur, vend directement à l'utilisateur final, on revient dans le cas dont on avait parlé, tout à l'heure, donc c'est le vendeur, qui est lui-même metteur sur le marché. Donc soit il passe par une place de marché, donc vous l'avez compris, la place de marché va faire elle-même ce contrôle parce qu'elle a pas du tout envie de récupérer ses obligations. Soit il vend en direct et auquel cas, c'est donc, il y a plusieurs étapes en termes de contrôle. La première, c'est la vigilance du marché. Donc, moi je compte sur chacun d'entre vous pour, nous faire savoir les metteurs sur le marché qui s'ignoreraient et donc de façon à ce que nous, on puisse faire notre travail pour les informer, premier point. 2e point, donc, à partir du moment où nous, on les a informés, toutes les obligations démarrent au 1er janvier 2022. Donc si, ces metteurs sur le marché nous rejoignent en 2023-2024, ils auront la rétroactivité comme, Hélène l'a présenté aussi sur eFashion. Donc, voilà et en 3e lieu, si, ces metteurs sur le marché, ne continuent de se soustraire à leurs obligations, il y a des sanctions, administratives qui sont également assez lourdes.
Donc l'arsenal, je dirais, réglementaire et de sanctions est quand même bien pensé. Pour autant, c'est la vigilance du marché qui fera aussi la différence puisqu'il faut arriver à les identifier. Donc moi, je compte sur vous, sur les organisations professionnelles et puis sur chacun d'entre vous pour identifier, d'éventuels contrevenants pour que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde et que vous en soyez pas, voilà, il n'y ait pas de problème par rapport à ça parce qu'un confrère, ne jouerait pas les mêmes règles que les vôtres. Très clair. Eh ben, écoute, il y a plus de questions. A priori, on a répondu à toutes les questions. Parfait. Bravo et merci, Vanessa. Avec plaisir. Merci. Du coup, effectivement, on partagera ta présentation avec les participants. Et puis encore une fois, les documents qui arrivent seront, il y a déjà une partie sur l'extranet côté OSV. S'il y a des nouveaux, on n'hésitera pas à les mettre et on tiendra au courant tout le monde. Une dernière question juste auquel peut-être on n'a pas répondu, je la lis en même temps, mais est-ce que la participation financière sur chaque vente doit être absorbée par le metteur sur le marché ou type éco-contribution qui vient s'ajouter au prix de vente du produit, comme on le voit en électroménager sur les déchets électriques et électroniques? Limite, je te laisse. Oui. Oui, donc là, on revient effectivement à l'affichage, enfin, la répercussion de l'éco-contribution. Donc là, l'éco-contribution, elle est dans le prix de votre produit. Vous avez la possibilité de l'absorber sur votre marge. Je sais que c'est pas possible, mais le législateur a pensé que ça l'était. Donc voilà. Vous avez la possibilité de marger dessus. Et vous avez la possibilité d'informer votre client de ce montant de co-contribution avec la mention en pied de facture dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, je sais que vous allez me détester, j'ai vu des comme ça, mais effectivement, le législateur dans son esprit, considère que c'est une responsabilité qui porte sur le producteur et donc s'imagine que, tout ça est absorbable sur la marge des entreprises. Donc ce qui veut dire qu'il a plutôt bon espoir, sur le la robustesse de nos entreprises en France, leur capacité à faire de la marge. Mais effectivement, d'un point de vue, pratico-pratique, on sait bien, que c'est pas possible et qu'avec des montants tels d'éco-contribution, il y aura une répercussion, visible ou pas visible, mais en tout cas répercussion sur le client final, c'est évident. Merci Vanessa. Je pense que c'est complet, il n'y a plus de questions. L'ensemble des infos ont été passées. Parfait, Merci merci. beaucoup.